Merci. Ok, ben merci beaucoup Olivier pour l'introduction et merci encore à nos sponsors pour la mise en place concrète de ces sessions concrètes sur l'insuffisance cardiaque par les cas cliniques, tout ça en partenariat avec le Working Group. Donc, mon rôle spécifique dans cette session ciblée sur les recommandations 2021, ce sera de mettre vraiment l'accent, de mettre le zoom sur l'application sur le terrain de ce que l'on fait de ces sacro-saintes guidelines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, qu'est-ce qu'on en fait dans la vraie vie de tous les jours? Deux, quels sont les obstacles auxquels on est confronté pour leur implémentation dans la vraie vie de tous les jours? Et trois, qu'est-ce qu'on propose vraiment pratiquement comme adaptation pour faire mieux demain? Alors, puisque le thème de la soirée est de parler cas clinique et que c'est le jeu, eh bien, on va se jeter dans le bain tout de suite. On va parler de Monsieur H qui va nous accompagner pendant les quelques minutes à venir. Monsieur H, il a 75 ans, comme vous constatez, il n'a pas beaucoup d'antécédents sur le plan médical. Il a un antécédent d'anémie et d'ulcère gastrique pour lequel il est toujours sous IPP. Il a une petite insuffisance rénale chronique légère, des plaintes de prostatisme. Il est replé, il fume et il a une hypertension artérielle qui est traitée par amlodipine. Alors, on fait la connaissance de ce patient en cardiologie via une admission en salle d'urgence dans le courant du mois d'avril de cette année. Le patient se présente donc pour une dyspnée de moindre effort consécutive à des plaintes d'oppression thoracique traînantes qui ont duré plusieurs heures et qui étaient attribuées à ses soucis digestifs hauts. Lorsqu'il est admis cliniquement, on constate qu'il est hypoxémique, qu'il a des signes de surcharge droit et gauche qu'on constate également sur la radio de thorax. Il est normotendu, il a une tendance tachycarde et surprise sur son électrode de repos, on constate un aspect de séquelle antérieure subaiguë qui n'est pas connu. Et donc, confortés par ce taux de pro-BNP, les urgentistes vont en arriver au diagnostic de décompensation d'insuffisance cardiaque aiguë sur un infart antérieur subaigu qui sera donc conforté en cardiologie. On confirmera ce diagnostic avec une altération sévère, comme vous voyez, de la fonction systolique, une vastakinésie apicale. Désolé, je n'ai pas mis la boucle. Une vastakinésie apicale et antérieure, une hypokinésie du reste, une hypertension pulmonaire importante qui n'est pas très surprenante finalement quand on voit le type d'admission du malade en décompensation. Ce qui est par contre plus surprenant, c'est de découvrir chez ce patient une hémoglobine glyquée à 8%. Ça fait partie des biologies d'admission dont Jean-Luc parlait tout à l'heure. Hémoglobine glyquée à 8%, un diabète de novo. Une petite dégradation, mais qui peut être tout à fait compréhensible dans le contexte de sa fonction rénale. Une petite carence martiale sans anémie associée. Alors, sur le plan purement cardio, maintenant, cet infart subaigu, il est secondaire à une maladie tritronculaire avec une occlusion thrombotique de son IVA. Vous voyez qu'on a eu du mal à recanaliser cette artère, un score TIMI 0, no flow distal malheureusement. Il présentait par ailleurs des lésions pluriétagées et significatives sur une grosse artère coronaire droite et des lésions d'aspect plus modéré sur le territoire circonflexe marginal. Et donc, pour proposer et orienter la revascularisation, on a demandé un test de viabilité à ce malade qu'on a réalisé par IRM qui confirmait la sévérité de l'atteinte ventriculaire gauche, l'absence de thrombus et surtout l'absence de viabilité dans ce territoire de l'IVA, ce qui nous a amené à orienter la prise en charge sur le plan coronarien, sur une angioplastie isolée de l'artère coronaire droite, en l'absence de répercussions hémodynamiques sur le réseau circonflexe. Ce malade va bien évoluer cliniquement, il va retrouver son souffle après revascularisation, après décongestion, comme l'expliquait Jean-Luc, et après introduction d'une faible dose de traitement par bêta-bloquant et d'IEC lié à une tendance hypotensive peu symptomatique à ce moment-là. Il a tellement bien retrouvé son souffle qu'on le met dans les machines, sachant son tabagisme que je vous rappelle, et on constate là aussi une BPCO modérée qui n'était pas connue non plus et qui sera finalement traitée par nos pneumologues par bronchodilatateur. Ce qui fait finalement au total des totaux qu'en sortie d'hospitalisation, il sera traité donc par son antiagrégation, par sa statine à haute dose, par son antidiabétique oral, son bronchodilatateur
il sera sous faible dose vu la tension artérielle et on le laisse sous diurétique de Lens, sachant qu'il sort avec de petits œdèmes résiduels au niveau des membres inférieurs et des pressions pulmonaires encore confortables. Il est prévu en consulte de cardio classiquement dans les 4 à 6 semaines. Mais pas de chance, il reviendra plus tôt, 12 jours plus tard, avec de nouveau une prise de poids, avec de nouveau des signes de surcharge globaux et avec un trigger assez évident puisqu'il a arrêté de son plein gré son Lasix parce que ça me faisait faire pipi tout le temps, docteur, c'était insupportable, je vis tout seul, je ne savais pas faire mes courses, je ne savais plus dormir, c'était juste impossible de vivre avec ça, donc j'ai préféré l'arrêter. On lui dit, oui, mais vous avez un médecin traitant, vous avez bien contacté le traitant avant de l'arrêter. Oui, mais non, il est en congé, il n'est pas disponible. Oui, mais il a une assistante, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer. Oui, mais enfin, les jeunes, on ne s'entend pas trop bien, je ne suis pas sûr que… Enfin bon, bref, on voulait des cas cliniques de la vraie vie, ça, je pense qu'on est bien dedans avec ce genre de cas-là. Quoi qu'il en soit, la prise en charge est relativement simple. On est reparti sur un traitement de décongestion qui nous permet de retrouver des paramètres hémodynamiques corrects et une respiration correcte. Et c'est là que je fais déjà appel à l'avis du panel, à notre position à ce moment-là de la prise en charge du malade. Et en jouant le jeu, je vous rappelle qu'on est en avril 21, autrement dit, il faut essayer de réfléchir avec le modèle des guidelines de 2016 qui sont encore bien inscrits. Est-ce que vous auriez proposé une titration du bisoprolol après la compensation clinique, comme l'a rappelé Jean-Luc tout à l'heure? Est-ce que vous auriez déjà proposé à ce stade-là de shifter le ramipril en Entresto après un washout de 36 heures parce que vous avez entendu parler des phases hospitalières avec l'Entresto et notamment de Pionnier? Là, je ne me souviens plus très bien de la date, mais disons qu'on avait déjà l'indication pour les SGLT2 inhibiteurs, les glyphosines, à ce moment-là, pas encore le remboursement. Donc, vous pensez quand même dans un coin de votre tête à le mettre sous échantillon. Est-ce que vous programmez une correction de cette carence martiale qu'on a découvert fortuitement à son admission? Est-ce que vous l'orientez vers une clinique d'insuffisance cardiaque, sachant le profil du malade et sa réadmission rapide, ou bien complet Molfrid, vous proposez un petit peu tout ensemble? Tout vous paraît correct? Voilà, je vous laisse répondre. On va regarder un peu les résultats de tout ça. Roulement de tambour. Alors, j'ai 20% de switch pour l'Entresto, 3% donc de titration du bisoprolol, peu de personnes pour l'SGLT2, la carence martiale n'a pas la cote et le complet Molfrit a l'air de satisfaire tout le monde. OK, mais en effet, c'est un petit peu ce que l'on a fait, mais de façon séquentielle. On a fait un petit peu tout ça. Comme vous voyez dans le traitement, le malade est sorti sous bêta-bloquant à dose titrée. On a tenté l'introduction d'Entresto malgré la tendance hypotensive qu'il avait. Comme vous voyez, ça s'est bien passé cliniquement. On l'a mis sous aldactone puisque cette fois-ci, il sort sec. On a pu stopper donc le diurétique de Lens et on le met sous aldactone malgré une fonction rénale qui se dégrade un peu et un potassium un petit peu limite. Enfin, c'est tout à fait jouable. Et on le met donc sous alpha-bloquant, sachant son prostatisme et les problèmes de tolérance au diurétique de Lens. Sa consultation n'est plus prévue maintenant que dans 4 semaines, sachant qu'on vient d'en gagner ou d'en perdre, ça dépend comment on voit les choses, vu la réadmission. Deuxième question. Bon, je vous rassure, je ne vais pas en poser toutes les 2 dia. La prochaine est prévue bien plus loin dans l'exposé, mais selon votre expérience, quel est l'obstacle qui vous semble le plus important pour implémenter le traitement médicamenteux chez ces patients HFrEF? Est-ce que c'est une question d'adhérence thérapeutique ou hygiéno-diététique? Est-ce qu'on parle plutôt de problèmes financiers? Est-ce que vous craignez plutôt les problèmes de tolérance ou bien d'intolérance, plus exactement médicamenteuse? Est-ce que le problème vient plutôt dans la gestion et donc dans un accès qui est un peu trop restreint à l'heure actuelle à des systèmes de soins adaptés, donc aux cliniques d'insuffisance cardiaque pour ne pas les citer? Ou de nouveau, tout vous paraît quand même à peu près correct là-dedans? Je vous laisse répondre.
Alors, 43% pour l'adhérence thérapeutique, c'est le gagnant manifestement, suivi par la crainte des effets secondaires ou les effets secondaires et l'ensemble des propositions en numéro 3. Pour ceux qui auront répondu le A et donc l'adhérence, c'est clair que chez M. H, c'est le moteur de sa réadmission. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On sait très bien que l'adhérence du malade à son traitement, mais également du cardiologue à l'application des guidelines dans la vie de tous les jours, fait et en tout cas souligne le pronostic de ces malades. Ce sont des choses qui sont connues de longue date et on sait que l'adhérence et la compliance thérapeutique, plus elle est présente, plus le pronostic s'améliore dans le temps. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est une cible, c'est clair et net. Maintenant, est-ce que c'est la seule fautive dans les réadmissions des malades? Probablement pas. Comme vous savez, il y a bien plus de problèmes pour implémenter le traitement médicamenteux dans la pratique quotidienne. Comme certains l'ont bien souligné, il y a pas mal de problèmes de tolérance avec toutes les classes médicamenteuses qui sont recommandées dans les recommandations actuelles. Mais il y a également pas mal de comorbidités que ces malades traînent avec eux, comme vous savez, certaines étant limitantes, soit dans l'introduction, soit dans la titration de certaines classes des médicaments. Alors, si maintenant on dézoome un petit peu de l'aspect vraiment purement médical et médicamenteux et qu'on regarde ça d'un peu plus haut, on constate qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans ces problèmes d'implémentation du traitement. C'est notamment des facteurs humains et on pense forcément à l'inertie thérapeutique qui est malheureusement bien présente chez les cardiologues également, malheureusement, comme vous le savez. Mais de façon plus large, c'est finalement toute la relation médecin-patient dans le cadre spécifique de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire une relation particulière avec des malades chroniques, fragiles. Deuxième type de facteur, c'est l'aspect lié purement aux guidelines, c'est-à-dire est-ce que ces recommandations sont applicables dans la vie de tous les jours. Olivier en a parlé tout à l'heure, Jean-Luc aussi, sur le fait que l'approche séquentielle que l'on avait en partant de ACE, sartan, bêta-bloquants, et puis les antagonistes récepteurs minéralocorticoïdes, et puis l'entresto en fonction de la symptomatologie, ça prenait du temps. Ça mettait pas mal de temps, on perdait du monde au passage, ce n'était pas nécessairement pratique dans la vie de tous les jours, c'était long. Ça a été modifié dans les guidelines actuelles, et bien c'est un type d'exemple vraiment de ce type de problème dans la vie de tous les jours. Troisième facteur, c'est les problèmes d'organisation. Est-ce qu'on est organisé pour recevoir ces malades-là de la manière qu'on souhaiterait, c'est-à-dire est-ce qu'on est disponible pour des malades fragiles? Est-ce que le temps de consultation est adapté? Est-ce que le follow-up est adapté? Est-ce qu'on gère le malade dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on le voit avec ses comorbidités? C'est toute une autre série de questions. Et finalement, il reste les problèmes liés au système de soins en lui-même, c'est-à-dire que là, on rentre évidemment dans le coût, là où ça commence à faire un peu plus mal. Remboursement du NT Pro BNP, remboursement des trajets de soins, remboursement de beaucoup de choses. Donc, il y a, comme vous voyez, un certain nombre de barrières et ces barrières, l'entièreté finalement de ces barrières font justement l'hiatus qu'on peut voir entre finalement un modèle théorique de ce que l'on propose dans ces recommandations et l'aspect de terrain, les vérités de la vraie vie, les registres dans lesquels sont inclus des malades un peu différents, des malades qu'on voit finalement, nous, beaucoup plus dans notre pratique quotidienne, peut-être des malades un peu plus extrêmes que ceux qui sont repris dans les RCT qui sont à la base de ces recommandations, mais c'est-à-dire des patients plus âgés, c'est-à-dire plus de femmes, c'est-à-dire des insuffisances rénales qui sont parfois un peu plus sévères que celles admises dans les RCT. Alors, ça dit quoi ces registres? Comme vous le savez, ça nous apprend que la majorité de nos malades ne sont pas traités avec les médications recommandées aux doses cibles en particulier. Vous savez de ce registre en particulier européen que 22% des malades dans les 11 pays européens participants, 22% seulement étaient à la dose cible d'ACE ou de sartan, 12% seulement à la dose cible de bêta-bloquants, avec une hétérogénéité assez importante, comme vous voyez dans les 11 pays participants, concernant le degré de titration.
Et de façon plus importante, c'était notamment important de noter qu'il y avait un pronostic à la clé, puisque les malades qui avaient 50% ou plus de la dose cible, c'est-à-dire les courbes bleues et les courbes noires, en termes pronostiques, faisaient mieux à l'espace de 2 ans que les autres groupes, que l'on parle des ACE ou des bêta-bloquants. Donc, là encore, ça a de l'importance, clairement, de titrer, il faut le faire. Est-ce que c'est forcément mieux et est-ce que l'herbe est forcément plus verte chez nos voisins américains? Mais manifestement pas. Vous voyez que chez eux aussi, la majorité des patients sont sous faible dose. C'est la partie en rouge, avec les inhibiteurs du système rénine-angiotensine en haut, les bêta-bloquants, les antagonistes aux récepteurs minéralocorticoïdes en bas. Là, les doses cibles sont plus souvent atteintes. On en parlera juste après. Mais donc, majeure partie des patients qui ne sont pas au-dessus qui restent à des doses faibles pour faire synthétique. Moins de 25% des malades reçoivent réellement la trithérapie recommandée dans les guidelines aux États-Unis. Et cette trithérapie à dose cible, c'est 1% de ces 3500 patients ambulants dans ce registre. Et donc, on en arrive quelque part les auteurs en arrivent à souligner ce paradoxe risque-traitement, parce que finalement, les malades qui sont le plus à risque, on pense notamment aux malades en insuffisance rénale chronique sévère, aux patients qui sont âgés, sont ceux qui bénéficieraient a priori du traitement médicamenteux qui a démontré ses preuves et qui, malheureusement, ont le plus de chances de ne pas le recevoir. Alors, dernière étape dans les registres, on ne va pas passer la soirée sur les registres, mais celui-ci, je trouve qu'il est quand même intéressant. Il a été présenté au HFA cette année et donc il est tout récent. C'est une façon des auteurs suédois qui ont modélisé dans le temps, en l'espace d'1 an, ce que devenait la titration et l'évolution du traitement médicamenteux pendant 1 an. 1 an chez 68 000 patients dans 3 systèmes de soins différents après des admissions pour insuffisance cardiaque aiguë, donc des malades en plus qui étaient des nouveaux, qui n'étaient pas sous traitement préalablement, des malades inclus donc entre 2016, suivis depuis 2016 à 2019 pour une période d'1 an. Et donc, il regarde les 5 classes thérapeutiques recommandées à l'époque par les recommandations et on regarde dans le temps ce que ça donne. Soit le traitement est arrêté en rouge, soit le traitement est maintenu à la dose d'initiation, c'est l'orange, soit on reste à des faibles doses, on va dire en saumon, soit quand on rentre dans le vert clair ou vert foncé, on se rapproche progressivement de la dose cible. Et qu'est-ce qu'on constate chez ces 68 000 malades au bout de 12 mois? Que quand on regarde le vert foncé, les doses cibles, de nouveau, on parle de 10 à 30% selon les classes thérapeutiques et de nouveau un petit peu mieux pour la spironolactone ou les plérénones. Par contre, ce qui frappe, c'est qu'on voit que le rouge, avec le temps, prend de l'ampleur. Autrement dit, les arrêts thérapeutiques deviennent très importants dans le temps, en l'espace seulement de 12 mois, je le rappelle. Et donc, c'est ce qui fait dire en conclusion aux auteurs que cette approche séquentielle qui prévalait dans les guidelines précédentes était probablement quelque chose de trop fastidieux, que ça mettait trop de temps, qu'on perdait trop de monde, trop d'arrêts de traitement et qu'il fallait aller vers quelque chose de plus rapide, de plus efficient sur le terrain. Et donc, ça, quelque part, ces hospitalisations peuvent être perçues comme une opportunité, finalement, une opportunité de remettre un peu les pendules à l'heure, notamment, comme on l'a montré tout à l'heure, sur le plan des médicaments, mais aussi au-delà des médicaments. Sur le plan des médicaments, c'est l'opportunité, comme Jean-Luc et Olivier l'ont rappelé, d'introduire rapidement les médicaments à action rapide, les 4 fameux fantastiques, plus ou moins les diurétiques, selon le statut congestif. Et en fonction de ces doses introduites, de titrer progressivement selon que mon malade ait ou pas de l'AFA, selon que mon malade ait ou pas une insuffisance rénale plus ou moins sévère, et selon son statut hémodynamique. Comme l'a rappelé Olivier, toutes les propositions thérapeutiques selon tous les cas de figure sont revues, propositions évidemment, dans ce document. Mais donc, il faut bien titrer, on est bien d'accord, mais il faut surtout aller vite en mettant les médicaments d'action rapide. Je pense que c'est un message important. L'autre message important, c'est que c'est aussi une opportunité
d'essayer de faire tomber toutes ces barrières qu'on vient de voir ensemble en mettant autour du malade un cadre de soins. Et c'est quoi ce cadre de soins? Mais comme vous savez, ce sont les programmes de gestion d'insuffisance cardiaque, les cliniques d'insuffisance cardiaque. Et là aussi, vous voyez que le niveau de recommandation ne fait pas vraiment débat. Ces cliniques sont recommandées pour réduire les hospitalisations, la mortalité et dans quelles conditions. Si notre malade est pris en charge, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon multidisciplinaire, si on met l'accent sur l'aspect éducatif, évidemment, afin de faire gagner le malade en autonomie et le rendre de plus en plus acteur du problème sous-jacent. Et finalement, en le suivant, comme a souligné Jean-Luc au début, soit dans des modèles hospitaliers, soit dans des modèles qui peuvent être plutôt excentrés vers la médecine générale. Donc, le message, clairement, c'est de dézoomer de l'aspect purement médical et médicamenteux pour prendre le malade de façon plus large dans son ensemble et de bien le mettre au centre de la problématique. C'est ça qui est recommandé dans les dernières versions des guidelines. On met l'accent sur la prévention de la progression de la maladie. Autrement dit, ce sont des malades instables, comme vous savez, qui peuvent capoter vite et donc il faut être disponible, il faut être là rapidement, il faut être flexible, il faut avoir quelqu'un au bout du téléphone et il faut pouvoir agir rapidement le cas échéant. Les personnes qui sont censées faire ça sont censées être compétentes, ça c'est toujours mieux, que ce soit sur le plan médical ou que ce soit sur le plan nursing, on va y revenir par après. Et par ailleurs, on met l'accent aussi sur le fait d'encourager un maximum la compréhension de la situation d'insuffisance cardiaque par le malade afin qu'il puisse la gérer lui-même par la suite, qu'il devienne autonome, comme on a dit, sur base de toute une série de réactions et de toute une série d'éducation. Il y a toute une série d'items qui est reprise dans les recommandations. Il y en a une page complète pour ceux que ça intéresse. Vous comprendrez qu'on n'a pas nécessairement le temps de les voir, mais donc on peut faire des éducations thérapeutiques sur des domaines particuliers en fonction des besoins particuliers du malade face à nous. Donc ça, c'est le plan. Sur le terrain, maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre ça en musique? Comme vous voyez, il y a déjà pas mal de stratégies qui ont été testées sur le terrain. Et ceci, c'est une méta-analyse d'une 50aine de RCT sur ce domaine de transition entre l'hôpital et le retour à la maison. Qu'est-ce qu'on fait de mieux en termes pronostiques par rapport à la mortalité et par rapport aux réadmissions toutes causes? Eh bien, comme vous voyez, ces cliniques d'insuffisance cardiaque, les visites d'infirmières formées proches ou au domicile du malade sont manifestement des options qui tirent clairement leur épingle du jeu. Alors, le fait d'excentrer, de délocaliser les compétences, on va dire, insuffisance cardiaque plus proche du médecin traitant, ça s'appelle le PCHFC pour Primary Care Heart Failure Clinic, in my best English. Alors, c'est quelque chose qui provient déjà depuis un certain temps suite à un constat sur le terrain en Suède, dans un comté. Je ne sais pas s'il y a des comtés en Suède, mais je pense que c'en est un. En 2010, où il y avait des admissions excessives pour insuffisance cardiaque. Et donc, ils ont décidé d'agir et de mettre une structure en place plus proche des médecins traitants pour agir plus en amont et éviter ces afflux hospitaliers. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Mais comme vous voyez, en l'espace de 7 ans, ils ont éduqué pas mal de monde, et notamment des infirmières, pour pouvoir staffer justement ces équipes de médecins traitants. Il y a une 50aine d'infirmières qui ont été formées dans ce système en un laps de temps de 7 ans. Mais ils ont aussi formé les médecins traitants, évidemment, par tout un cycle de formation continue, et quel que soit le type d'éducation, pour les rendre plus familiers avec la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Alors, ça se passe concrètement, mais comme vous voyez, le malade est sorti de l'hôpital, il est compensé, il est jugé à risque de complications, et on parle ici notamment de complications vasculaires, de revascularisation ou bien d'intervention, donc d'implantation de device. Si c'est le cas, il reste plutôt dans le giron hospitalier. Si ce n'est pas le cas, il peut sortir et se retrouve donc dans ces cliniques proches du médecin traitant.
Si on décide secondairement de le renvoyer, il y a toujours un lien de communication entre les deux équipes. Si ce n'est pas le cas, si le malade est stable et qu'on est parti sur une voie chronique et qu'on veut le stabiliser, titrer, l'éduquer, il reste à proximité du médecin traitant dans ces cliniques d'insuffisance cardiaque. Alors, ça donne quoi ça comme résultat concrètement sur le terrain en Suède? Et bien, comme vous voyez, sur les 27 centres de médecins traitants qui peuplaient ce comté, en l'espace de 7 ans, 92% de ces centres étaient équipés. Donc, ils savent se bouger en Suède. 92% des centres équipés. Et vous voyez que l'âge des malades qui étaient suivis proches du médecin traitant était significativement plus important que les malades qui étaient suivis dans le giron hospitalier. On peut un petit peu s'en douter s'il y avait des questions de revascularisation ou de device à la clé. Ce qui est par contre fort impressionnant, c'est de constater la réduction majeure des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Manifestement, ça fonctionne. En l'espace de 7 ans, ils réduisent de 25% le taux d'admission pour insuffisance cardiaque localement. Ils réduisent les visites en salle d'urgence pour insuffisance cardiaque, ils réduisent la durée d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et réduisent les réadmissions rapides à 30 jours. Et donc, les auteurs concluent que pour expliquer ça, probablement que l'adhérence thérapeutique joue un rôle puisque leurs malades sont manifestement un petit peu mieux traités, que ce soit pour les inhibiteurs du système rénine-angiotensine ou les bêta-bloquants, un petit peu mieux traités que les malades suivis dans le registre suédois général. C'est une des explications. L'explication qui est la plus probable et la plus soutenue étant que ces malades plus âgés, compensés, sont probablement mieux gérés, éduqués, titrés, lorsque ça se passe à proximité de chez eux, près de leur cadre ou près du médecin traitant. Et donc tout ça, ça met de l'eau au moulin des choses qu'on connaît déjà depuis un certain temps, évidemment, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille ensemble dans les différentes lignes de traitement, c'est toujours mieux que de façon isolée. On sait ça depuis longtemps et manifestement, c'est toujours vrai, bonne nouvelle. Ce qu'on sait moins, c'est que ce type de système est en cours d'implémentation en Belgique, à Leuven en particulier. Ils ont lancé un programme dépendant donc de 2 hôpitaux à Leuven. Il y a un certain nombre de cabinets médicaux à Leuven, une 60aine. Actuellement, il y en a une 10aine qui travaillent dans certaines conditions qu'on va décrire pour intégrer ce programme. Le but étant d'intégrer à peu près un tiers des médecins traitants à terme. Ça a commencé en 2019 et je pense qu'il y a un follow-up de 3 ans. Alors, comment est-ce que ces bureaux de médecins traitants sont inclus dans le programme? Ils sont inclus à la condition où toutes leurs consultations sont reprises dans le DPI qui est consultable donc par un audit régulier pour l'étude, ça paraît logique. 2, que toutes les prescriptions médicamenteuses soient traçables aussi via ce DPI pour voir comment ça se passe en tant que de titration médicamenteuse, évidemment. Et 3e chose, ils doivent également rentrer dans un cercle d'éducation à l'insuffisance cardiaque, tout ça se faisant notamment par e-module et par des formations locales dans les 2 hôpitaux de la région. Et donc, au-delà d'un certain seuil de e-module, les médecins traitants sont inclus et à ce moment-là peuvent bénéficier des avantages, puisqu'évidemment, il y a des avantages. C'est de bénéficier de dosages de NT-proBNP sur base d'une enveloppe dédiée par l'INAMI pour le programme. Et 2, c'est de pouvoir bénéficier d'un éducateur d'insuffisance cardiaque. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui est formé par les infirmières d'insuffisance cardiaque et les médecins d'insuffisance cardiaque des 2 centres médicaux de Leuven. Donc concrètement, le malade à haut risque après stabilisation sort de l'hôpital, le cardiologue en prend la décision, l'infirmière de référence gère la sortie, fait contacter le médecin traitant rapidement pour que le malade soit revu dans les 7 jours. On donne une checklist complète de tout ce qu'il y a à faire pratiquement à la sortie du malade pour que le médecin traitant puisse suivre, entre guillemets, les rails. Et par ailleurs, on contacte également cet éducateur formé donc par les hôpitaux pour qu'il puisse prendre en charge la suite, c'est-à-dire notamment
de gérer l'éducation thérapeutique, mais gérer également la suite de la titration avec le médecin traitant, encore une fois, de façon délocalisée. Le but étant de voir, un, si c'est applicable chez nous, en Belgique, puisque ça a l'air de marcher ailleurs, et deux, de voir si ça a un impact, évidemment, sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors, vous savez que chez nous, en Belgique, tout le monde se tâte un petit peu, qu'on fait tous de notre mieux localement dans ces cliniques d'insuffisance cardiaque et surtout en fonction des besoins que l'on a à disposition. Je parle surtout, évidemment, des infirmières d'insuffisance cardiaque dans leur taille masse, que l'on en a une, plusieurs, à temps partiel, à temps complet. C'est bien pour ça que le Working Group souhaitait avoir un registre. Ceci n'est pas la version actuelle du registre, c'est une ancienne version. On est en cours de réactualisation actuellement du registre de ce qui se fait en Belgique, de qui fait quoi. Vous avez reçu normalement tous un questionnaire du Working Group et de Lucas Van Alst en particulier et d'Anne-Catherine, qui ont envoyé ça vers le mois d'avril-mai en vous demandant de répondre à toute une série d'items que votre centre fait ou pas. Est-ce qu'il y a une revalidation? Est-ce qu'il y a un lien diététique? Est-ce qu'il y a un lien psychologique? Est-ce que vous implantez des devices? Quel est le plateau technique? Enfin bon, d'avoir vraiment une vue précise, exacte de ce qui se fait en Belgique. C'est vraiment important de répondre à ça. La présentation ici sonne aussi un petit peu comme un rappel parce que je pense qu'il y a eu trop peu de réponses à ce questionnaire. Donc, merci d'aller revoir dans vos mails du mois d'avril-mai. C'est Lucas Van Alst et Anne-Catherine Pouller. Répondez-leur pour qu'on ait vraiment la vue la plus claire du terrain. C'est important parce que notamment la vue claire du terrain en 2018, mais comme vous constatez, on avait pu constater qu'il y avait un manque criant d'infirmières d'insuffisance cardiaque, principalement dans le sud du pays. Et c'est pour cette raison qu'en 2018 est né ce certificat d'éducation thérapeutique pour former des infirmières adaptées. Donc, on est au 3e volet ici en octobre 2021. Je pense qu'il reste encore quelques places, mais le train va partir ici d'ici quelques jours. À l'heure actuelle, les 2 cycles précédents ont permis déjà de former 29 infirmières dans le sud du pays depuis. On retourne à notre monsieur H. Monsieur H revient à l'hôpital. On est au 1er mois après la sortie d'hospitalisation. Cette fois-ci, c'est plus chez nous, c'est en pneumo. Il tousse, il crache, il chauffe, il n'est pas bien, il a des œdèmes, il a une surinfection de BPCO, il n'a pas de foyer et aux catastrophes, on se rend compte qu'il n'a pas d'Entresto puisqu'il a stoppé à nouveau son médicament après la première boîte ayant perdu le document de remboursement et il attendait donc sa consultation pour gérer la paperasse, le pharmacien refusant la suite. Bref, il est hospitalisé, traité par antibiotiques, il va mieux, il récupère son souffle et au total des totaux, on nous contacte pour réadapter les médicaments et remettre les choses d'équerre en pneumo. On remet donc l'Entresto aux doses faibles, c'est toujours bien toléré. On en profite pour introduire les fameux SGLT2 inhibiteurs dont on a discuté tout à l'heure. On réduit un peu la posologie de l'aldactone vu la kaliémie et on introduit des chélateurs à ce niveau-là vu la dégradation légère et progressive de la fonction rénale. Les pneumos modifient son traitement bronchodilatateur et surtout, là maintenant, on met l'accent sur le suivi. On va resserrer les vis, que ce soit sur le plan pneumologique, que ce soit sur le plan néphrologique. On décide de programmer la correction de cette carence martiale, de le suivre par biologie régulière et surtout de le garder dans le giron de l'insuffisance cardiaque cette fois-ci, en le faisant revoir, en tout cas entendre par téléphone par notre infirmière une semaine après sa sortie et en le revoyant de façon précoce. Alors, la BPCO dans les comorbidités, vous savez très bien que ce soit dans les PEF ou dans les REF, c'est loin d'être la plus prévalente, ça on le sait très bien. Ce n'est pas tellement la prévalence qui compte dans les comorbidités, c'est surtout leur cumul. Vous savez que plus on en cumule de comorbidités, plus le risque d'hospitalisation chez ces malades-là s'accroît. Or, notre malade, il a bien sa BPCO, mais il a bien aussi une insuffisance rénale chronique progressive. Il a bien une carence martiale, pas d'anémie. Il a bien un diabète et donc on peut comprendre qu'il soit à risque d'hospitalisation plus fréquente qu'un autre.
surtout vu son profil. Mais donc, ces comorbidités, c'est important de les dépister, comme on a dit tout à l'heure, de les détecter, de les pointer. C'est surtout important de les gérer. Et pour pouvoir les gérer, il faut que quelqu'un prenne ça en main, et ça fait partie notamment des prérogatives justement des cliniques d'insuffisance cardiaque et de l'infirmière pour pouvoir coordonner ça avec les différents spécialistes travaillant avec nous. Alors, la BPCE, c'est peut-être pas la plus fréquente, mais vous voyez qu'en termes de mortalité, elle laisse pas sa part aux chiens, puisqu'on est quand même dans le quatuor de tête après les causes d'infection, de néoplasie, et ça n'a évidemment rien de comparaison avec les causes cardiovasculaires. Alors, petite question à ce stade-ci que l'on s'est posée. Après avoir adapté son traitement en sortie de pneumo, il nous restait une question en tête. Est-ce qu'on orienterait ce malade vers la revalidation cardiaque? C'est une question que je vous pose, c'est la dernière. Est-ce que vous l'auriez proposé, cette revalidation cardiaque? Je ne parle pas de revalidation pulmonaire, hein, c'est une BPCO modérée, non oxygénodépendante. Il a 75 ans, il a des comorbidités. Est-ce que vous l'auriez quand même inclus? A priori, il n'y a besoin que de 2 buzzers puisqu'il n'y a que 2 réponses. Roulement de tambour. À grande majorité, oui, tout le monde l'aurait proposé. Alors, on va essayer de tirer ça, voilà. Donc, oui, en effet, c'est la bonne réponse. La revalidation, eh ben, ce n'est pas trop tard pour ce malade. C'est, comme vous voyez, le niveau d'évidence est très haut aussi, comme on l'a rappelé tout à l'heure, que ce soit pour améliorer la capacité physique, la qualité de vie, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et ça, c'est particulièrement vrai chez les malades qui y vont en revalidation. Ça marche toujours mieux quand on y va. Par contre, pour des malades qui sont un peu plus sévères dans leur maladie, qui sont plus fragiles, qui ont plus de comorbidités, et là je pense qu'on peut y inscrire Monsieur H, le niveau d'évidence est un peu plus faible, on reste en faveur, mais avec un niveau plus faible. Donc au total, on lui a proposé ça, et quand on regarde ce qui ressort de son traitement en fin de cas clinique, il a bien donc son traitement à visée coronarienne. Il a bien ces 4 fantastiques à bord adaptés à la tolérance selon son profil tensionnel. Il a bien tous les médicaments nécessaires à gérer ses comorbidités et surtout, il est géré par notre Wonder Woman gilicienne qui sert à gérer, comme vous voyez, un beau petit paquet de tâches, notamment dans le follow-up du malade, mais aussi son éducation, surveiller, faire le lien avec la revalidation, le lien avec les autres disciplines de l'hôpital pour gérer les comorbidités, gérer les hospitalisations pour correction de la carence partielle, gérer aussi son télémonitoring, puisque le patient sous traitement médicamenteux, comme vous pouvez constater, aura amélioré un peu sa fonction systolique, mais de façon modeste. On l'a donc implanté d'un défibrillateur en prévention primaire. On est bien chez les ischémiques, donc on est toujours en 1. Ce défibrillateur permettant par ailleurs d'avoir un certain indice de risque d'hospitalisation, comme vous voyez, qui est parfaitement stable dans le temps. Il n'y a plus eu d'hospitalisation depuis cette 3e hospitalisation. Il est en classe 2, il fume toujours, il a plus sa carence martiale, il a un NT-proBNP qui va dans le même sens que sa clinique. Donc, en guise de conclusion et de stay home message, puisqu'a priori vous êtes déjà tous chez vous, on vit une époque formidable sur le plan médicamenteux. Comme dit Jean-Luc, c'est pendulaire. C'est vrai que, en tout cas, je suis particulièrement excité de vivre toutes ces nouveautés, notamment la percée des glyphosines chez les PEF, chez les REF, évidemment. Tant de choses nouvelles sur si peu de temps, finalement, depuis Florence, c'est quand même particulièrement excitant. Maintenant, il y a un bémol, c'est qu'on doit absolument faire mieux. On doit faire mieux sur le plan des médicaments et on doit faire mieux sur l'organisation des soins, probablement. Sur le plan des médicaments, et comme on l'a rappelé tout à l'heure, que ce soit avec le Vericiguat ou que ce soit avec le Mécantif, malgré les traitements médicaux bien conduits dans ces 2 dernières études, et pour des suivis assez courts d'1 an à 2 ans, on constate qu'il y a quand même des hospitalisations relativement importantes, 30% d'hospitalisations malgré tous ces traitements. Et donc, c'est un Xème rappel pour se dire que ces hospitalisations doivent être le trigger pour mettre en place ces 4 fantastiques rapidement.
et puis progressivement de les titrer, parce qu'il faut les titrer, il ne faut pas juste avoir la volonté de les titrer, il faut pratiquement les titrer en fonction du profil du malade, comme on a discuté tout à l'heure, et c'est à ça que sert la phase chronique, le suivi en insuffisance cardiaque, c'est notamment à intensifier le traitement médicamenteux. Donc, il faut s'adapter au malade et à son profil sur le plan des médicaments, mais probablement aussi sur le type de soins qu'on lui donne. On a vu que les malades peut-être compensés, plus âgés, se comporteraient peut-être de la même manière plus proche du domicile. On verra ce qu'en dit Leuven. C'est intéressant de voir un peu si ce type de système-là peut fonctionner et comment est-ce qu'on peut faire collaborer deux systèmes en parallèle avec deux lignes de soins différentes. Ce serait assez élégant comme prise en charge. Alors, un petit coup de pouce, ça semble plus que nécessaire, je pense, parce que malgré la bonne volonté de tous les cardiologues, insuffisants cardiologues qui écoutent le panel ici, et malgré toutes ces percées thérapeutiques qui vont dans tous les sens, et notamment des glyphosines, et notamment ce recul continu de mortalité avec toutes ces avancées qui se cumulent, on reste quand même avec des constats que l'on connaît de mortalité particulièrement importante chez nos malades chroniques HFrEF. Et donc forcément, on est en droit de se poser la question quand on se compare à d'autres malades chroniques, et on pense évidemment à l'insuffisance rénale et au diabète, de savoir pourquoi les nôtres, nos malades chroniques, eux, ne peuvent toujours pas bénéficier de trajets de soins remboursés qui, il faut bien l'admettre, faciliterait la mise en place pratique sur le terrain, puisque c'est ça le but de la présentation, de mettre tout ça en place. Voilà, je vous remercie de votre attention.